Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Madame Sylvie Tabès, affirme que les conditions ne sont pas encore réunies pour la tenue d'élections en Haïti. Madame Tabès prône le dialogue entre tous les acteurs politiques haïtiens. Les Nations Unies annoncent qu'elles sont mobilisées face à la montée de la violence et la prolifération des gangs en Haïti. L'hôpital Bernard-Meuse annonce qu'il est disposé à prodiguer seulement des soins d'urgence aux policiers et à 4 personnes dont ils ont la charge, précisent les docteurs Bittard, responsables du centre hospitalier. Les conditions ne sont pas encore réunies pour la tenue d'élections en Haïti. C'est l'analyse de l'ambassadeur de l'Union européenne accrédité dans le pays. Invitée à la rubrique Le Point de Métropole ce mardi, Madame Sylvie Tabès a fait référence au climat d'insécurité qui prévaut dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. La chef de la délégation de l'Union européenne plaide pour un dialogue, mais estime qu'il revient aux Haïtiens d'en décider. Pour le déploiement d'une mission d'observation, cela étant, si vous me demandez mon opinion sur la tenue d'élections, si nous voulons qu'elle soit crédible, honnête et démocratique, il faut un certain nombre de paramètres pour qu'elle puisse être tenue. Pour l'instant, le climat d'insécurité me semble compliquer la tenue d'élections dans un climat serein où les électeurs auraient librement accès au bureau de vote et pourraient s'exprimer librement. Il me semble que le rétablissement d'un minimum de sécurité serait une condition préalable à la tenue d'élections dans de meilleures conditions. Pour l'instant, on voit que l'insécurité se développe. J'ai bien peur que toute élection qui serait tenue dans un tel contexte d'agitation ne favoriserait pas l'accès au bureau. Et comment y arriver selon vous? Vous savez, si j'avais la recette, mais c'est effectivement extrêmement difficile. Je pense que la police nationale d'Haïti n'a pas l'ensemble des ressources dont ils ont besoin pour vraiment assurer la sécurité publique. Cela étant, s'il y avait un accord des principaux acteurs haïtiens afin de calmer le jeu et d'aller sereinement vers des élections, cela pourrait certainement contribuer à apaiser la situation. Donc, est-ce que je peux dire que l'Union européenne est pour un accord politique entre les acteurs? Vous savez, ce n'est pas à nous de dire ce que doivent faire les Haïtiens. Ça, c'est très, très clair pour nous. C'est le peuple haïtien qui décidera pour lui-même et par lui-même. Cela étant, je constate que nous sommes dans une période où il y a beaucoup de polarisation et de tension, et chacun reste sur des positions relativement tranchées, je dirais. Donc il me semble qu'effectivement, si un dialogue avait lieu, une sortie de cette impasse et de cette crise pourrait peut-être être trouvée via ce dialogue. Donc oui, j'appuie un tel dialogue, mais encore une fois, c'est aux Haïtiens de le décider et d'en déterminer les termes. Le groupe Politicotech a procédé ce matin à la remise d'un certain nombre de distinctions qu'ils appellent les Politico Awards à quelques personnalités dont, pour leur apport au renforcement de la démocratie dans plusieurs domaines. Celui qui a reçu cette distinction pour son leadership politique est M. Clarence Renoy du parti UNIR. M. Renoy est avec nous ce soir par visioconférence. Bonsoir Clarence Renoy. Bonsoir Serge Clan, c'est un plaisir d'être avec vous sur Métro News. Bon, commençons par le commencement, Clarence Renoy. Compliments, félicitations, c'est une belle distinction. Merci, c'est une distinction que j'ai reçue, acceptée avec humilité et que je partage aussi avec mes collaborateurs et le directoire du groupe du Parti UNIR, parce qu'il n'y a pas de chef sans troupe, il n'y a pas de bon leader sans collaborateur et aussi sans une vision.
Et voilà, si c'est une récompense, si c'est une distinction, donc je l'accepte, en sachant aussi que c'est une responsabilité, celle de continuer à travailler pour renforcer la démocratie en Haïti. Très bien. Eh bien, parlons un petit peu de la situation actuelle. La grande question et le grand point d'interrogation, finalement, c'est élection ou pas élection. La communauté internationale a mis son grain de sel. D'un côté, il y a les Américains qui poussent à la roue avec beaucoup d'insistance. D'un autre côté, il y a l'Union européenne qui se montre plus que réticente quant à l'opportunité ou même la possibilité d'avoir des élections en Haïti aujourd'hui. Quelle est votre position sur cette question ? Écoutez, les élections, c'est une activité, je dirais, politique démocratique qui est interne à un pays. Je comprends que des pays amis d'Haïti peuvent toujours opiner et conseiller, même faire des suggestions, mais il revient aux autorités haïtiennes. Quand je dis autorités haïtiennes, je parle des responsables du pouvoir comme ceux de l'opposition ou des autres secteurs concernés, de jauger la situation pour voir si ces élections sont possibles et dans quelles conditions elles seront organisées. Quant à nous, à UNIR, nous nous préparons éventuellement à participer aux élections, mais nous exigeons aussi, comme d'autres, que celles-ci soient organisées dans les meilleures conditions possibles de sécurité pour les électeurs et les candidats, afin qu'ils puissent circuler, aller à la rencontre des électeurs, mais aussi dans des conditions de confiance et de crédibilité pour un processus qui est très important pour le renforcement de la démocratie. Et si nous regardons la situation actuelle, Serge Clan, vous conviendrez avec moi que nous ne sommes pas tout à fait prêts pour l'organisation de cette élection par rapport à la situation de sécurité dans le pays. Un pays qui est infesté de gangs armés, illégaux, et qui semble avoir beaucoup d'autorité pour agir quand ils veulent, ces groupes, et où ils veulent. Et puis, il y a une phase technique des élections aussi pour les organiser, c'est la distribution des cartes d'électeurs aux 6-7 millions de personnes qui sont en âge de voter. Je crois que pour l'instant, l'ONU n'est pas encore au quart de cette distribution. Donc, on est encore, à mon avis, un peu loin de cette échéance électorale, quoi qu'il soit indispensable d'organiser des élections, bien sûr. Vous avez utilisé les mots de confiance et crédibilité. Bon, c'est apparemment les deux choses qui font le plus défaut aujourd'hui sur la scène politique. L'opposition est... Enfin, l'opposition radicale, tout au moins. L'opposition radicale est absolument claire sur non seulement l'impossibilité, mais le refus d'aller aux élections avec le gouvernement actuel et particulièrement le président Jovenel Moïse. Oui, il y a une réticence, je dirais, qui est quasi générale, parce que je crois que tout démocrate qui est sensible à la bonne tenue d'élections, vous avez fait mention par exemple de l'Union européenne, de la France, qui sont réticents aussi comme pays par rapport au climat constaté en Haïti. Donc il y a cette réticence qui est justifiée par le climat d'insécurité et aussi par le manque de confiance. La formation du Conseil électoral provisoire n'a pas été faite dans les meilleures conditions, je dirais, pour garantir cette confiance, pour donner cette confiance aux participants. Donc il nous faut arriver à mon avis, il nous faut arriver à un accord politique qui puisse déterminer dans les conditions dans lesquelles nous allons organiser cette élection, ou ces élections, car il s'agit d'élections législatives, mais aussi municipales, locales, et donc trouver un accord, parce qu'il y a beaucoup de réflexions, Serge, qui sont faites autour de la Constitution aussi, par exemple. Certaines personnes voudraient bien voir la Constitution remaniée avant même la tenue des élections. Donc, s'il faut arriver à cette phase-là, donc vous comprendrez vraiment qu'il faut un accord politique entre les différents secteurs de l'opposition, quelle que soit la dénomination qu'on puisse donner à ces oppositions-là. Moi, je suis dans une opposition, mais je comprends qu'une élection est une affaire démocratique pour un régime démocratique, mais en même temps aussi, il faut vraiment mettre les conditions en place pour réussir ces élections. Car j'ai l'habitude de dire, je crois sur les antennes de Métropole et à Métro News aussi, on ne doit pas en Haïti organiser des élections pour replonger le pays dans de nouvelles crises. Il faut au contraire organiser des élections qui puissent nous sortir de cette crise
qui est trop longue, qui coûte très cher aussi à ce pays. Vous avez prononcé un autre mot clé, qui est le mot de constitution. Je crois qu'il y a un accord quasi général sur la nécessité de revoir cette constitution de 1987, même si entre-temps elle a été amendée. Je crois qu'il y a un accord, un consensus quasi national sur cette obligation, mais on ne remanie pas une constitution, et a fortiori, on ne vient pas avec une nouvelle constitution qui va entraîner un changement de régime en quelques jours ou en quelques semaines. C'est un travail qui est long. Et à qui va-t-on confier ce travail? Évidemment, il y avait une personnalité de la hauteur et de la grandeur de Maître Montferrier d'Orval qui était là et qui faisait autorité en la matière. Malheureusement, Maître d'Orval n'est plus là. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il faut, dès à présent, former une constituante qui va piocher sur une nouvelle constitution, peut-être même un changement de régime, comme on a dit? Quelle est votre opinion sur cette question? Et évidemment, on ne peut pas parler de changement de la Constitution, de réforme constitutionnelle, sans penser à Maître Montferrier d'Orval, qui est quelqu'un qui était engagé dans cette voie, qui s'était engagé personnellement dans cette voie, qui avait une opinion, qu'il avait exprimée publiquement et qui malheureusement a été abattu dans les conditions que vous connaissez et que nous regrettons tous. Maintenant, est-ce qu'il faut changer la Constitution maintenant? Mais si le consensus est là, nous aussi, à UNIR, nous sommes pour. Nous avons d'ailleurs des idées à faire passer. Nous avons des propositions à faire passer. Oui, il faut une constituante, car changer une constitution, réformer une constitution ou adopter une nouvelle constitution, car au bout du compte, il faudra adopter une nouvelle. Et il faut donc un consensus national. Il faudrait que tous les secteurs soient touchés, puissent opiner, puissent apporter leurs suggestions. Je parle des secteurs économiques du pays aussi. Je ne parle pas que des secteurs politiques. Les secteurs de la société civile, le secteur religieux ou les religions en général, donc le secteur paysan, les femmes qui sont organisées. Donc il y a un travail qui doit être fait et il n'est pas trop tard ni trop tôt pour commencer aujourd'hui. Dans la perspective de nouvelles élections, s'il faut changer, par exemple, le Parlement, le mode de scrutin au Parlement. Donc, il y a une réflexion à entamer dès maintenant pour aboutir à cette réforme constitutionnelle qui nous amènera à l'organisation de nouvelles élections. Donc, vous voyez que les élections, ce n'est pas une affaire qu'on va voir organisée demain, la veille. Non, ça prendra encore quelques temps, à mon avis. On est là encore pour 6 mois ou plus. Et que pensez-vous de l'éventualité d'un référendum? La Constitution de 1987 a tracé la voie pour le changement constitutionnel ou la réforme constitutionnelle, comme vous voulez, parce que la Constitution interdit le référendum. Mais s'il y a un consensus national, la Constitution, c'est l'affaire d'un pays. Donc, si le pays est d'accord qu'il y ait un référendum, si les conditions sont clairement, ouvertement réunies pour le faire, je ne vois pas de problème à ce que cela soit fait. Mais attention, il ne faut pas entrer dans une initiative aussi importante pour l'avenir de la démocratie en Haïti, pour l'avenir politique, mais l'avenir social aussi de ce pays, sans que nous ayons atteint ce consensus large qui puisse amener un maximum de personnes à participer dans cette activité, que ce soit le référendum ou quelle que soit la forme que cela devrait prendre. Oui, parce que pour la forme, il faut rappeler que la Constitution de 87 a été adoptée suite à un référendum. Oui, c'est un référendum en 87 qu'il avait adopté, voilà. Et même si cette constitution porte en elle-même cette interdiction disant qu'on ne peut plus réformer par le référendum. Mais écoutez, l'affaire d'un pays, je pense que si les Haïtiens se prononcent, si les institutions se prononcent, on peut y aller si c'est pour de bon. Mais je vois quand même, il y a une chose que je voudrais dire, si vous permettez. Bien sûr. Je pense que le problème de la Constitution n'est pas le problème en réalité. Nous sommes, les Haïtiens, le problème de la Constitution. Parce que nous refusons de respecter les lois de la Constitution. Nous avons un problème, nous sommes allergiques, on dirait, aux lois et aussi à la Constitution. Donc il nous faut arriver à une société qui veut respecter, à des hommes politiques, des hommes qui sont au pouvoir ou dans l'opposition, qui veulent respecter la Constitution et les lois de la République. C'est comme ça que nous bâtirons une démocratie forte.
Oui, qui veulent respecter la Constitution, mais aussi qui veulent l'appliquer. Parce que depuis 87, la plupart des gouvernements qui se sont succédés ont toujours mis entre parenthèses un certain nombre d'articles de la Constitution, et ceux qui tiennent encore aujourd'hui à cette Constitution de 87 ont beau jeu de dire « mais vous condamnez une Constitution qui n'a jamais été appliquée, essayez au moins de l'appliquer ». Oui, c'est le problème de cette Constitution. Elle est belle, certains l'apprécient bien, mais elle n'a jamais été adoptée par quel que soit le gouvernement qui était au pouvoir pendant ces 30 dernières années. Donc, le problème, encore une fois, ce n'est pas la Constitution. Certes, il y a des petits ajustements à faire de cette Constitution. Bien sûr. Je vais vous donner un exemple. Nous, à UNIR, nous proposons, par exemple, qu'il y ait un Sénat de la République élu à 3 tiers différents, pour que nous introduisions au Sénat de la République un conseil de sages réellement, avec par exemple la représentation des femmes, qu'il y ait 10 femmes choisies parmi les organisations féministes à travers le pays, qui représenteraient les 10 départements, qu'il y ait par exemple au sein du Sénat haïtien, s'il faut changer la Constitution, changer de formule aussi pour élire les sénateurs, qu'il y ait par exemple des chefs de partis politiques qui puissent être représentés au Parlement. Comme ça, nous n'aurons pas une opposition qui se pratique dans la rue, mais à l'intérieur d'une institution qui est le Parlement de la République. Et l'autre tiers, le dernier tiers, serait un tiers de sénateurs élus au suffrage universel, représentant aussi les 10 départements. Donc vous voyez, il y a des propositions, il y a d'autres formules de propositions que nous pouvons toujours faire, mais il faut qu'il y ait un vrai débat pour porter les gens à réfléchir et à nous donner une constitution à la mesure de nos ambitions, aussi de nos moyens, car cette Constitution a aussi un petit problème d'organisation trop récurrente d'élections qui coûte très cher à la République, un pays qui n'a pas beaucoup de moyens économiques. Oui, bien sûr, parmi les propositions, et vous ne l'ignorez pas, il y a aussi celle de la suppression pure et simple du Sénat et de revenir à un régime unicarcéral avec uniquement des députés. Qu'est-ce que vous pensez de cette élimination du Sénat ? Alors, il y a des personnes qui avancent cette proposition, mais nous, à UNIR, nous pensons qu'il faut garder le Sénat comme une chambre de sages. Et par exemple, en France ou au Canada, le Sénat n'est pas un Sénat élu, c'est un Sénat pratiquement nommé à partir de personnalités. Donc il nous faut peut-être essayer cette formule qui pourrait bien marcher pour équilibrer le Parlement, qu'il y ait une chambre populaire représentant toutes les diversités, tous les courants politiques et courants d'idées et d'appartenance du pays. Dans la Chambre des députés, c'est la Chambre du peuple, mais le Sénat doit être un conseil de sages, une institution où ceux qui sont élus et qui sont appointés vont faire un travail pour équilibrer le travail qui serait fait à la Chambre des députés. Moi, je ne vois pas un Parlement avec une seule chambre comme la Chambre des députés. Ça nous rappellerait trop la Chambre des députés sous les Duvalier, qui était une chambre, j'approuve. Oui. Mais vous serez d'accord avec moi, Clarence Renoir, que le Sénat, tel que nous l'avons connu ces derniers temps, à quelques rares exceptions près, n'a pas beaucoup fait preuve de sagesse. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. C'est pourquoi nous devons essayer d'autres formules. Eh bien, écoutez, Clarence Renoir, merci. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous donner votre sentiment sur la situation actuelle. Élection, pas élection, changement de constitution, etc. Si vous permettez, Serge, je devrais terminer en lançant à nouveau l'appel que j'ai chaque jour lancé pour dire qu'il nous faut un dialogue entre nous, Haïtiens, pour trouver un accord politique qui puisse déboucher sur tout ce dont nous parlions. S'il faut refaire la Constitution, s'il faut organiser des élections dans un climat de sérénité, de paix, de sécurité, il faut que les acteurs politiques haïtiens puissent s'asseoir ensemble, le pouvoir, les différentes tendances de l'opposition, pour que nous puissions signer et trouver cet accord. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui vous répondront que pour qu'il y ait dialogue, il faut être au moins 2, sinon c'est un monologue et ça n'aboutit à rien. Absolument. Il faut être 2 pour danser le tango, comme on dit. Exactement. Eh bien, encore une fois, toutes nos félicitations, Clarence Renoir, pour cette distinction que vous avez eue aujourd'hui. Je rappelle
que vous êtes une des deux personnalités à avoir été honorée par Politicotech, personnalité honorée pour le rapport au renforcement de la démocratie. Ce n'est pas rien et vous avez tout à fait raison d'être fier d'avoir été l'heureux élu. Merci beaucoup. Le leader du parti Pitié Dessalines minimise les critiques émises à son encontre par certains de ses collègues de l'opposition. Moïse Jean-Charles parle de cadavre politique pour qualifier ses détracteurs. L'ex-candidat à la présidence se prépare donc à manifester à travers les rues de la capitale les 17 et 18 novembre prochains à destination de l'ambassade américaine. Au compte qui plan te gagne, yo te gon plan Kembe Jovenel Moïse sous pouvoir en 2022 et puis ba opposition premier ministre à gouvernement. L'autant de responsables américains qui ont tout négociation qu'a fait et les dans rencontre au niveau international soit dans les Nations Unies ou bien dans le département d'État, rencontre a fait vrai entre opposition avec secteur qui ont même parti politique qui dans tête calé, plusieurs partis. Eh bien qui donc ouais plan ça nous craser. Américain doit prendre leçon. Yo tellement prendre leçon. Aujourd'hui, moun yo qu'on utilise pour parler pour yo pas gen moun. Ouais son série d'anciens d'ailleurs qu'on sié, y a des terrains bataille, viennent parler. Je me sens confortable. Ça blanc qu'on fait dans pays, bay peuple là on faux gouvernement, peuple connaissait pour yo mentir c'est bagaille moun qui gen folie bourgeois, qui gen folie al faire l'argent. Qui a folie à prendre pouvoir. Aujourd'hui, gangster économique, je ne parle des banques. Gangster politique, qu'est-ce qui est sous pouvoir, qu'est-ce qui est dans l'opposition. Gangster diplomatique, qui est même dans le pays. Eh bien, nous avons tout le là. À partir du 17 octobre qui sont passés là. Ouais là, ma prie, ma demande qui ça va le faire dans le jour qui venir. C'est le bagaille. Pas un coup de zam. C'est idée qui a discuté. C'est communication politique. Attaquer nous gens nous voulons, parce que les peuple haïtien pas égard encore. Les peuple haïtien gagne tout le temps, regarder tout le monde pendant 10 dernières années, pendant 15 dernières années, pendant 5 dernières années, et pendant 3 mois qui sont passés. Les peuple haïtien connaît tout le monde. Les peuple haïtien connaît tout le monde qui est sénateur, tout le monde qui est président, tout le monde qui est ministre, tout le monde comme dirigeant politique. Les peuple haïtien connaît tout, oui. C'est que son victoire, le fait que nous défions plan américain. Par contre, qui l'autre bagaille avec mais peuple haïtien a une maturité, ils comprennent bagaille. Un an après le départ des dernières forces de la mine juste, le contexte sécuritaire haïtien demeure fragile avec une recrudescence d'épisodes de violence dont la population est la principale victime. Selon l'ONU, il est impératif que, malgré les défis, Haïti poursuive son chemin vers la stabilité et la sécurité, deux conditions essentielles à un développement social et économique durable. Les Nations Unies annoncent qu'elles s'engagent à continuer d'appuyer le développement de la police nationale, de la CNDDR et du système judiciaire, des éléments critiques à la stabilité d'Haïti, ainsi que de promouvoir la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de la population haïtienne qui sont autant d'acquis cruciaux sur lesquels doivent reposer les fondations d'une société plus juste. Moins de 24 heures après avoir paraphé un contrat avec l'État haïtien d'une couverture d'assurance médicale au profit des policiers, une confusion s'est répandue dans l'opinion publique. Alors que certaines précisions n'ont pas été apportées pendant le déroulement de la cérémonie, notamment à travers le discours du Premier ministre Joseph Joute, des doutes ont persisté sur la nature des soins et du lien de parenté entre les policiers et les 4 dépendants qu'ils doivent désigner. Si les docteurs Bittard n'ont pas fait de déclaration à la primature juste après la signature de l'accord, ils ont tenu à élucider ce mardi les zones d'ombre qui suscitent de nombreuses questions.
D'entrée de jeu, les chirurgiens ont précisé que l'hôpital Bernard-Meuse n'est disposé qu'à donner des soins d'urgence. Si les policiers ou leurs dépendants ont des malaises, l'hôpital Bernard-Meuse ne pourra pas assurer leur prise en charge. Donc, pour dissiper les doutes, les responsables ont énuméré quelques cas d'urgence dont les accidents de la route, les blessures par balle et les accidents cérébrovasculaires. En aucun cas, le centre hospitalier Bernard-Meuse ne peut prendre en charge la femme d'un policier en pleine grossesse. Toutefois, l'hôpital Bernard-Meuse peut s'occuper de son cas s'il s'agit seulement d'une intervention d'urgence parmi les cas susmentionnés. Si un policier et ou l'un de ses dépendants présente des cas qui ne nécessitent pas d'intervention d'urgence, ils doivent automatiquement se rendre à l'OFATMA. Alors que cet accord aura permis aux policiers de recevoir plus facilement des soins d'urgence à Bernard-Meuse, grâce aux équipements dont le centre dispose, les docteurs Bittard rappellent que les policiers doivent toujours se rendre à l'OFATMA pour les cas bénins tels que maux de tête ou indigestion. Et voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.